On est un journal qui n'a pas de publicité, qui appartient à sa rédaction, donc on n'a pas de compte à rendre ni à des annonceurs, ni à des banquiers, ni à quiconque. On est un journal relativement prospère, et l'argent, comme chacun sait, est le nerf de la guerre, donc on a effectivement, les conditions sont réunies pour qu'on soit tout à fait libre. C'est Maurice Maréchal, le fondateur, qui avait décidé que tous les collaborateurs de Canard seraient propriétaires d'un petit morceau de canard, de façon à ce que ce soit les propres actionnaires du canard qui le fabriquent, qui le défendent. Ça nous a permis de rester indépendants, de ne pas être rachetés petit à petit par des hémorragies de parts, de petits morceaux de canard qui s'en iraient, puis à un moment, on ne serait plus le canard. Escarot. Donc, au nom de ce principe et par prudence, l'administrateur est toujours choisi parmi les collaborateurs du canard. Comme le directeur, c'est avant tout un journaliste qui est élu. Directeur, je suis élu chaque année administrateur. Le canard a toujours fait en sorte de dépenser moins d'argent qu'il n'en gagnait, parce qu'il savait que le jour où il aurait des dettes, où il serait obligé de faire appel à un concours extérieur, c'en serait fini de son indépendance. Et je peux vous dire que ces moments ont été guettés de l'extérieur. Il y a eu au moins 2 ou 3 tentatives quand le canard s'est trouvé en difficulté dans les années, au début des années 50, pour essayer de faire main basse sur lui. Vous savez, si on voulait faire appel à des concours extérieurs, nous ne manquerions pas de volontaires suspects. Alors vous venez d'entendre simultanément Louis-Marie Oraud, qui est actuellement rédacteur en chef du Canard, Escarot, qui est dessinateur et en même temps administrateur du Canard. Hein, je ne me trompe pas, vous me corrigez si... Ah non, il est ancien administrateur et le nouveau, je crois que c'est Nicolas Brimaud. Voilà, c'est ça. Et puis Roger Fressos, que vous avez déjà entendu. Alors écoutons maintenant Cap Calloway. In your
Alors, nous sommes toujours dans l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et nous parlons aujourd'hui du Canard enchaîné qui a fêté, comme tout le monde le sait, ses 100 ans. Nous sommes en présence de Jean-François Julliard et de Jean-Luc Porquet, journaliste au Canard enchaîné, et de Maurice Montet, qui nous surveille quand on parle du pacifisme. Le pape du pacifisme. Oh là là. Oh là là. Alors là, bon, je vais peut-être un peu loin, mais enfin, comme vous avez l'habitude d'entendre Maurice une fois par mois au moins sur ces ondes. Bon, alors, vous vouliez dire quelque chose sur le film Aux quatre coins du canard ? C'est un excellent film. Je ne sais pas qui en est l'auteur, Bernard, à ton avis. Juste dire que quand même, en 100 ans d'existence, le film, le Canard a été l'objet de 2 films. Le tien, après il y a l'autre qui était sur les affaires, plutôt, sur les affaires. Et donc c'est quand même un exploit, parce que depuis le tien est à 30 ans d'âge, mais personne n'a réussi à pénétrer comme tu l'as fait la muraille Canard, un journal qui est devenu de plus en plus underground et caché, nous sommes de plus en plus secrets. C'est vrai qu'on n'aime pas trop se montrer non plus. C'est très bien d'ailleurs. Oui, mais je crois que c'est normal, et quand je n'ai justement pas du tout forcé, c'est-à-dire que travaillant pour la télévision, je souffrais beaucoup quand on faisait un reportage de passer une journée, une demi-journée, 2 jours maximum, pour obliger les gens à parler très rapidement, raconter leur vie, etc. C'est pour ça que ces films-là ont été faits en marge de la télévision. D'ailleurs, la télévision française ne s'y intéressait pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un film qui a été diffusé d'abord à la télévision suisse, ensuite belge, avant de revenir en France, par l'intermédiaire de Michel Kuhn, qui était un producteur de France 3 de Nancy, professeur à l'origine. Et ce film a été tourné sur une période de 2 ans. Dans mes périodes de creux. Ce qui fait que, il y avait une certaine habitude qui s'installait au Canard. Et justement, ce que je regrette, moi, dans le film, c'est que on voit bien Jean-François Julliard, mais il parle pas. Juste, il venait... c'était un nouveau. Tu m'as pas donné la parole, c'est pour ça. C'était un jeune... Oui, alors c'est pour ça que je me rattrape aujourd'hui à la radio, parce que, justement, il y avait des gens qui venaient d'arriver. Alors, on s'intéressait d'abord aux anciens, et puis à ceux qui voulaient bien parler. Alors, une petite anecdote, moi, quand je lui ai dit que j'allais faire le film sur le Canard enchaîné, il m'a dit « Tu n'y arriveras jamais, parce que nous sommes dans l'Olympe et toi, tu es en bas. Et tu n'arriveras jamais à monter jusqu'à l'Olympe. » Et chaque fois que je le rencontrais, assez souvent, je lui disais « Bon, alors, est-ce que vous accepteriez de... » Oui, la semaine prochaine. Et puis, ça a duré 2 ans. À la fin, je lui ai dit « Bon, là, je vais monter le film. » Alors, il m'a fait venir chez lui. Et là, on a eu une séquence qui est assez intéressante dans le film, mais disons que c'est vrai qu'il fallait du temps. Et je pense que c'est normal, qu'il faut aussi aller tranquillement quand on traite un sujet. Malheureusement, nous, dans les médias, on était toujours... on nous pressait beaucoup, et c'est ce qui était très dommage. Alors, on va parler un peu de ces journalistes au Canard. Parce que, justement, ce sont des personnalités que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer, à connaître et à apprécier. Parce qu'après, quand je relisais mon Canard, je revoyais en plus les personnes. Quoique, ces derniers temps, je dois quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'initiales et que, de temps en temps, quand on ne connaît pas les nouveaux, on ne sait pas trop qui a signé. Il y a des gens qui ne signent pas. Il y a, bien sûr, Jérôme Canard, et il y a aussi le professeur Canardeau, il y a aussi et la deuxième page Colbert. Colbert, et la deuxième page où il n'y a pas de signature. Bon, alors, journaliste au Canard enchaîné. Là, j'aimerais bien avoir un peu vos réactions. Comment ça se passe quand on arrive journaliste au Canard enchaîné? Par qui on commence? Par le plus ancien? Par Jean-François? Moi, ça a commencé par un entretien d'embauche avec le rédacteur en chef de l'époque, Claude Angéli. Et ça s'est vachement bien passé parce qu'il m'a dit « Est-ce que tu as lu le Canard de la semaine ?» Et j'avais oublié. Je recommande ça à tous nos auditeurs, un entretien d'embauche où on ne sait rien du futur employeur. C'est assez bien vu. Je me suis dit « Mais c'est pas possible d'être aussi bête ». Et j'étais obligé d'avouer platement que c'est vrai que je le lisais pas non plus beaucoup à l'époque. Et j'ai pas eu ce réflexe, donc ils ont été très indulgents. J'étais un jeune journaliste et ils m'ont dit tu vas faire tes preuves. Et puis comme c'est une équipe quand même assez soudée où on se tire pas trop dans les pattes,
même assez peu, ils ont eu la gentillesse et la charité de me passer un peu de ce qui fait notre grande richesse dans ce métier, qui est notre carnet d'adresses. Donc ils m'ont dit, va voir un tel de ma part, appelle machin, etc. C'est comme ça que j'ai pu m'accrocher, hein, parce que au début j'avais mon sourire et puis le fait que j'apportais le café, mais c'était à peu près tout. Oui, mais il faut dire quand même, Jean-François Julia, que vous aviez fait une école de journalisme quand même importante, le CFPJ, c'est bien ça? Oui, c'est très bien, mais en 2 ans en 2 ans d'école de journalisme, on apprend beaucoup moins qu'en 3 mois de Canard enchaîné sur, je veux dire, sur le terrain, quoi, où on est confronté à des situations, à des gens, à des dossiers. Et là, on découvre vraiment la réalité du journalisme. C'est vrai dans tous les médias, ça. Et vous êtes arrivé à 3 quand même au Canard enchaîné, sortant d'une école. Et vous êtes le seul à être resté au Canard. Ça, j'avais oublié ça. Oui, non, mais... Il y avait Yves Mamou. Oui. Il y a un peu des cultures particulières, notamment ceux qui arrivent d'autres journaux ont quelquefois un petit peu de mal à ajuster parce que c'est assez différent comme façon de travailler. Et donc, il y en a qui ne se sont pas plu ou voilà, qui ont préféré repartir vers d'autres horizons. Et moi, j'étais, si j'ose dire, vierge de toute expérience, donc ça a été sans doute plus facile pour moi. Alors j'ai entendu que vous êtes intervenu à Bordeaux en 2013, je trouve ça, moi, quand je fais mes recherches, et sur un thème qui s'appelait « Censure en période de guerre ». Et vous donniez trois modes de censure, la censure qu'on impose, la censure qui s'impose à nous, et la censure que nous nous imposons. Et oui. Alors, aujourd'hui, la censure qu'on impose, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. On n'est pas C'est vrai que tu as dit qu'on était en état d'urgence. C'est vrai, ça peut faire quelques sujets sur lesquels on va vous contrôler. Et encore, je ne crois pas qu'on soit tellement contrôlé. Mais il y a la censure que nous imposons, qui s'appelle l'autocensure, et qui, elle, peut être beaucoup plus pernicieuse. Parce que on se dit, non, il ne faut pas que je dise ça, c'est pas bien, ça va faire de la peine. Ça va soulever des polémiques. Et voilà, ça, c'est quelquefois le danger dans ce métier. Il y a aussi l'autocensure parce que mon patron est lié à tel intérêt financier. Bon, ce n'est pas le cas du Canard, heureusement. Voilà une autocensure qu'on ne pratique pas. Alors, j'avais vu qu'en 1998, c'était aussi les factures de l'AMNEF. On parlait déjà de M. Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Mm-hmm. C'était une enquête. Oui. Qui a été menée avec qui alors là? Moi j'ai débarqué dans ce dossier que je connaissais mal parce que il fallait vraiment connaître les arcanes d'une certaine gauche que moi j'avais pas rencontré jusque-là, du mutualisme, je savais pas bien ce que c'était. Effectivement, c'est la mutuelle. Voilà, c'était la mutuelle des étudiants de France, hein, voilà, de France. Qui était assez liée à l'époque à l'UNEF, hein, au mouvement de gauche des étudiants. Il y a eu quelques détournements et puis quelques utilisations à des fins politiques de l'argent des étudiants. Et voilà, on parlait de censure. Il y a un moment, il y a des gens qui m'ont dit, mais dis donc, c'est un sujet de gauche, ça, tu vas taper sur l'UNEF, sur les socialistes, tout ça. C'est quand même un peu notre lectorat. Et il y a eu, pas de la censure, mais c'était des avertissements. Alors, c'était pas à l'intérieur du journal, c'était à l'extérieur. Il y avait aussi, pourquoi ne pas le dire, beaucoup de francs-maçons dans cette histoire. Alors, le Canard, on a quelquefois quelques liens, quelques amitiés avec des francs-maçons. Ils nous ont dit « Oh non, mais ça, c'est anti-maçonnique, ce que tu dis. » Je ne connais rien à la franc-maçonnerie, donc ça ne me gênait pas. Mais il y a eu des petits signaux comme ça. Mais ça n'a pas empêché de traiter le sujet. Ça n'a pas empêché de traiter le sujet. Comme ça n'a pas empêché de traiter le sujet, alors là, le 24 septembre, sur Monsieur Bongo. Alors ça, c'est aussi un autre sujet, la France-Afrique. Et t'intéresses à la France-Afrique encore? Je m'intéresse un peu à l'Afrique dans ses rapports avec la France, oui. Parce qu'on a un passé commun qui est assez ancien, qui n'est pas toujours très rose. J'ose pas dire qu'il est noir, ça serait mal pris, mais il y a beaucoup d'affaires politiques et même financières entre la France et l'Afrique qui sont pas reluisantes parce que on a entretenu d'abord des colonies là-bas. On a pressé ces colonies comme des citrons. On a pris à l'Afrique beaucoup de ses biens. Et puis aujourd'hui, on continue. Alors, on les presse plus comme des citrons, mais des fois,
on abuse, on utilise nos liens politiques pour avoir des contrats, on soutient des dictatures, et voilà, et ça fait beaucoup de choses à raconter. Et Bongo, on en parle en ce moment, il y a des combats, il y a une opposition qui est réprimée très durement, il y a un papier de Libération qui est très dur là-dessus aujourd'hui, et il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe chez nos anciens amis et colonies africaines. Alors tu vas t'intéresser aussi à ce qui se passe à Kinshasa actuellement. Il y a aussi des mouvements actuellement. C'était plutôt les Belges qui étaient au RDC, mais on a un peu récupéré l'héritage du temps de Mobutu. Et ayant travaillé, moi, pendant 4 ans, pas tout en succession, mais avec 4 séjours à Kinshasa à l'époque de M. Mobutu, je connais un peu la situation qui était la rivalité entre les Belges et les Français là-bas, Absolument. Chacun essayant de bousculer les autres dehors, mais de prendre les intérêts. Voilà. Et puis cette semaine, il ne faut pas oublier qu'il y a encore un article sur Fuel en délire, ce pétrole. Oui, là c'est une petite reprise. J'ai pas beaucoup de mérite. C'est sur la reprise d'une enquête d'une ONG. Je crois qu'elle est suisse à l'origine. Ça s'appelait la Déclaration de Berne et maintenant ça s'appelle Public Eye, l'œil public, qui dit que le pétrole qu'on envoie aux Africains, après leur avoir pompé le leur, quand même, on leur envoie du pétrole raffiné, mais de très très mauvaise qualité, bourré de métaux lourds et surtout de soufre, qui est un polluant extrêmement toxique. Et si on va à la pompe en Afrique pour mettre de l'essence dans sa voiture, on risque de mettre dans son réservoir une essence très toxique dont les émanations sont très dangereuses. Il y a dans ce rapport des évaluations du nombre de morts que ça peut provoquer dans des villes très polluées comme Lagos, comme Kinshasa, et Abidjan, Accra, où déjà cette société de Trafigura avait provoqué des morts avec des déchets. Voilà, alors il y a du travail au Canard. On va voir un peu avec Jean-Luc Porquet, parce que Jean-Luc Porquet, lui, son itinéraire, il avait déjà travaillé dans une presse avant d'arriver au Canard. Alors comment ça se passe? Parce que Jean-Luc Porquet, tu as fait aussi une école de journalisme, et puis ensuite... Pas tellement, parce qu'en fait, pendant l'école de journalisme, je faisais mon propre journal qui s'appelait le Clampin libéré, c'était à Lille. Je passais plus de temps au Clampin qu'à l'école, parce qu'à l'école, on faisait semblant d'être des journalistes, on faisait des faux reportages qui ne paraissaient pas, alors que moi, donc souvent je donnais comme devoir, je découpais le papier que j'avais fait pour le Clampin, puis je dis voilà, c'est mon devoir de la semaine. Mais voilà, donc non, oui, c'est l'école, c'était sympathique. Le seul truc que j'ai appris, il y avait un bon prof de français. Et le seul souvenir que j'ai de cette école, un jour il me dit voilà, vous décrivez une scène, c'est 2 clochards qui viennent de faire la quête le dimanche et ils veulent s'acheter une bonne bouteille, et donc vous décrivez la scène. Comment vous allez raconter ça? Ils vont s'acheter une bouteille de on était tous là, une bouteille de vin rouge, de bouteille de whisky, une bouteille de... Non, alors il avait fait durer très longtemps, puis à la fin il dit ils achètent une bouteille de supérieur. Là, je m'étais dit, voilà, c'est quand même... c'est ça qui est le choix du bon mot, bon moment, savoir le faire, avoir le plaisir de ça, le goût de ça, c'est pas mal. C'était une bonne leçon, quoi. Alors, est-ce que c'est justement ces SDF, ce dialogue qui a inspiré ensuite l'attitude pour écrire le livre La Débine ? Oui, non, après, c'est parce qu'après, je me suis retrouvé à Actuel, c'était à l'époque où on parlait beaucoup des nouveaux pauvres au début des années 80, et j'ai fait un petit reportage en me faisant passer pour un SDF, enfin un vivant parmi les SDF pendant une semaine. Et j'avais trouvé ça tellement bien l'expérience tellement passionnante que je m'étais dit, voilà, je n'ai fait qu'effleurer la chose et je vais en faire un bouquin. Donc après, voilà, j'avais passé, je crois, 4 fois 3 semaines d'immersion à droite à gauche pour raconter la vie des SDF. Oui. Ça, c'était en combien ce goût-là? Tu me parles de vieilles histoires, là. C'est 88. Ce sont de vieilles histoires, mais qui malheureusement sont encore d'actualité. Ben oui. Parce que des SDF, on en trouve malheureusement de plus en plus, surtout à Paris et dans des grandes villes. Et puis, on voit de plus en plus maintenant de gens qui vivent sous le métro, c'est plus toujours sur les quais aussi, à Paris. Et puis, il y a aussi des clandestins. Et là, il y avait un livre aussi que tu as consacré aux clandestins.
Oui, j'essayais de comprendre, à force de voir ce qu'on appelle les sans-papiers, j'essayais de comprendre pourquoi ils venaient ici, quoi. Donc j'avais fait surtout sur les Chinois et sur les Maliens. Donc j'étais allé en Chine pour comprendre pourquoi il y avait beaucoup de Chinois à Paris, pourquoi ils venaient tous à l'époque de Wenzhou, qui était une petite ville, à l'échelle française, une grosse ville, ça faisait 400 000 habitants, une petite ville chinoise. Et donc voilà pourquoi il y avait plein de Wenzhou à Paris, et puis même chose pour le Mali, pourquoi il y avait plein de Soninké à Paris, et donc j'ai essayé enquête là-dessus. Enfin, ce sont des sujets aujourd'hui qu'on est obligé de traiter encore, parce que tous ceux qu'on a traités il y a je ne sais pas combien d'années, on dit 10, 20, 30 ans, non seulement ça ne s'est pas arrêté, mais c'est même accentué. Ouais. C'est un peu ça le problème dans le journalisme, parce qu'on a souvent l'impression de dire oh là là encore, mais j'ai l'impression d'avoir déjà écrit là-dessus, c'est la même chose, et ça ne se passe généralement pas mieux, ça empire souvent. C'est peut-être un peu ça qui est parfois un peu... Et est-ce qu'on arrive facilement à trouver les mots encore pour décrire toutes ces situations ? En fait, les choses changent, parce que le phénomène des gens dans la rue, maintenant, il est abondé par celui des migrants et de ce phénomène gigantesque jamais vécu en Europe, qui est l'arrivée des victimes de la guerre et des dictatures chez nous, et avec plein d'interrogations sur la façon de résoudre le problème, ou de ne pas le résoudre. Il y en a qui disent non, mais il faut rien faire. Comme M. Sarkozy qui dit on va démanteler Calais, mais il ne dit pas ce qu'il va faire après. Il faut juste démanteler. Il a déjà fait une fois. Il l'a fait une fois. Il a dispersé la misère est repartie ailleurs, mais c'est comme... voilà. Mais... Bon, c'est quand même des formes nouvelles de pauvreté, de déshérence, d'abandon. Voilà. Donc, on ne parle pas toujours de la même chose. Alors, il y a toujours les SDF d'autrefois, il y a toujours des gens dans la rue qui ont pas de ressources, mais ils sont plus tout seuls, et il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. Mais ce que tu dis sur la manière de régler le problème, c'est quand même toujours pareil. C'est on touille la misère, pour que ça ne se voit pas trop. Par exemple, les SDF qu'on envoie d'un foyer à l'autre, qui ont le droit d'avoir une semaine par-ci, mais pas plus. Hop, c'est pour qu'ils s'agglutinent pas au même endroit, et que, alors on les touille, on les oblige à faire une sorte de circuit infernal dans toute la France. Il ne faut pas que ça se coagule, quoi. On touille la misère, c'est un bon vieux procédé toujours efficace. Alors notre ami Pedro, qui revient de Calais et qui a des choses à nous raconter, peut-être la semaine prochaine, va nous dire quelque chose là-dessus, parce que lui filme beaucoup ce qui se passe actuellement. On a une actualité aujourd'hui avec ces Belges qui sont venus déposer des SDF des migrants en France pour qu'ils ne soient plus dans les statistiques belges. Ils les ont déposés en France. Ils se sont fait pincer, ça c'est bête, c'est ballot. Il paraît que les Français font pareil, je ne sais pas, mais on va beaucoup parler de cette histoire belge, à mon avis, dans les journaux de demain. Il y a aussi des passeurs belges. Exactement. C'est pas que des passeurs libyens ou égyptiens. Bon, alors dans le Canard, je rappelle qu'il y a la rubrique Plouf qui est tenue par Jean-Luc Porquet. Il y a alors on voit aussi des articles dans les lettres, on voit aussi des articles, alors bien sûr dans le théâtre essentiellement, mais je vois que les journalistes du Canard tiennent plusieurs choses, c'est-à-dire que souvent ils ont leur rubrique, mais en même temps, s'il y a une information, on développe une information. Par exemple, j'ai lu aussi un article sur le fameux débat Kini, sur le Burkini, qui nous ont... voilà. C'est quand il y a une réunion de rédaction, on débat des sujets, et puis c'est le journaliste qui sent qu'il a quelque chose à dire, ou qui se lance, quoi. Donc il y a un peu d'expertise, comme on dit au Canard, mais on n'est pas que sur l'expertise. L'idée, c'est quand même que tout le monde peut faire un peu tout. Donc il y a pas de domaine. Bon, il y a un peu de domaine réservé, mais pas trop, quoi. Moins que dans d'autres journaux. Il y a un échange qui est intéressant, là. Oui, puis faire toujours la même chose, ça peut finir par scléroser. On cite des fois, pardon pour ceux qui tiennent la rubrique, mais c'est pas fatal, mais la police, par exemple, des fois on s'assimile un peu. Enfin, on a connu comme ça des gens qui, à la fin, avaient des réflexes presque policiers. Alors, c'est pas le cas des actuels titulaires de la rubrique, mais il faut pas forcément faire tout le temps la même chose, parce que il faut des souffles nouveaux, il faut des visions nouvelles. Quand on voit les choses, on finit par ne plus voir, quoi, je crois.
Une petite pause musicale, Pedro. On va envoyer un petit morceau de musique de Monsieur Benny Goodman. Je ne sais pas si on l'écoutera jusqu'à la fin, puisqu'on a encore quelque chose à dire, notamment sur l'humour, le rire quand même. Alors, on y va. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem sur Radio Libertaire et nous parlons toujours du Canard enchaîné et surtout aussi un peu quand même, on n'a pas assez parlé de l'humour, de la satire. Oui. Et justement, j'avais repris une phrase de Maurice Maréchal qui avait fondé le Canard enchaîné donc en 1916, enfin 1915 d'abord, 1916 après. Quand quelque chose me scandalise, mon premier mouvement, c'est de m'indigner. Mon second, c'est d'en rire. C'est plus difficile, mais c'est plus efficace. Alors, le rire, à quoi il sert dans le Canard ? À faire passer des choses qu'on n'arriverait pas à faire passer. C'est une pédagogie, le rire, oui, je crois. C'est tous les journaux ont tendance, logiquement, parce que l'actualité n'est pas rose, mais à dramatiser. Et du coup, là aussi, on peut perdre de la sensibilité parce qu'on a une vision uniquement dramatique des choses. Et c'est une forme d'explication par le rire ou par le décalage entre le commentaire et la réalité qui est pratiqué par le Canard et qui permet d'expliquer les choses. Roger Fressos, dont on a déjà parlé, disait que le Canard, c'est un peu le fou du roi bouffon, quoi. Celui qui dit des vérités aux puissants en faisant le clown. Mais c'est pas parce qu'on se met un nez rouge qu'on dit des bêtises, quoi. Et nous, on essaie de se mettre un nez rouge ou des fois de le mettre à l'actualité. Non, c'est vrai que c'est plus... Enfin, moi, je sais qu'au début, quand je suis arrivé, j'avais un petit... Mon maître était à l'époque Morvan Lebesque, que je vénère toujours, qui n'était pas drôle, mais qui faisait des papiers magnifiques et indignés. Et je me reconnaissais beaucoup dans... Enfin, j'admirais ce qu'il faisait. Et quand je suis arrivé au Canard, j'avais un peu cette envie j'écrivais des papiers indignés. Et les premières années, quand même, les rédacteurs chefs n'arrêtaient pas de me dire « Non mais Porquet, arrête de monter sur tes grands... » Et j'avoue que ça m'énervait et je reconnais quand même le bien fondé de leur... C'est vrai que on fait passer plus facilement une émotion, une indignation en mettant un petit grain de rire et d'ironie et de moquerie. Ça peut être plus vachard et plus efficace, quoi.
Mais c'est pas évident. Le grand génie français, c'est Molière. Et comment mieux se moquer du fanatisme religieux qu'en écrivant Tartuffe, quoi. Enfin, c'est magnifique, quoi. Il n'a pas besoin d'être trop solennel. Il en fait une comédie et c'est génial. Et puis ce qui est très fort dans vos articles, c'est la chute. C'est vrai qu'on a lu quelque chose de très sérieux et puis à la fin, ça y est, il y a un éclair là. Et tout de suite, on s'en souvient. Mais ce que je regrette un peu de parfois, ceux qui connaissent mal le Canard enchaîné, qui le lisent pas régulièrement, c'est qu'on prend quelque chose, on pense que c'est pour rire, quoi. Mais c'est très sérieux. Pour arriver à rire, il faut que... c'est un journal d'information, un journal politique, et c'est un rire politique pour moi. Oui, quand il y a tous les gens qui disent « Ah, vous devez bien vous marrer au Canard », mais non, on ne se marre pas du tout. On travaille beaucoup. On est très sérieux, et quand vous entrez dans la salle de rédaction, on n'a que des gars qui transpirent sur leur papier. On ne rigole pas, attention. Alors, moi je nuancerais en disant « Oui, quand même, on rigole », mais ce que j'aime pas, c'est le ricanement. Parce que le ricanement, c'est un rire de dérision permanente, etc. Et je ne crois pas qu'on est comme ça au Canard. Ça nous arrive, la dérision, bien sûr, on l'utilise. Mais on essaye que cette critique ironique soit positive, qu'elle porte quelque chose qui ne pousse pas vers la démission. Il n'y a rien à faire, vous voyez. C'est quand même ça la nuance. Et il y a plusieurs rires, il y a plusieurs formes de rire. Nous, on essaye de faire peut-être un rire qui serait un peu moteur ou un peu mobilisateur. Ce serait bien si on y arrivait. Alors, je dois annoncer maintenant notre rencontre. Si vous avez entendu Jean-François Julliard, Jean-Luc Porquet, vous allez pouvoir les rencontrer le 5 octobre. Ils nous ont dit qu'ils allaient venir à cette rencontre que nous organisons au Centre Pompidou. Alors, l'entrée est libre et gratuite. La projection du film aux quatre coins du Canard, qui dure presque 3 heures, commence à 17h. Et ensuite, nous aurons une rencontre avec la rédaction actuelle du Canard enchaîné. Alors, il y aura des journalistes, peut-être aussi des dessinateurs, certainement beaucoup de lecteurs. Et puis, donc si vous avez l'intention de venir, donc c'est le 5 octobre au Centre Georges Pompidou de 17h à 22h. Alors, on passe aux annonces, là. Je laisse un peu de temps après à Maurice. Mais je dois dire aussi que j'ai écouté Claude Angéli cet été dans Les plaisirs du journalisme, 8 émissions du 8 juillet au 26 août. Ces émissions ont été diffusées par RFI. C'est un journaliste qui s'appelle Pierre-Édouard Deldic, qui l'interrogeait. On a là une analyse aussi sur l'itinéraire de Claude Angéli. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand il a parlé du Niger la première fois qu'il est allé en Afrique, voir M. Dioré-Amani et qu'il a rencontré toutes les barbouzes corses qui étaient autour de Dioré-Amani. Il se trouve que j'étais à la même époque au Niger et que j'ai eu affaire à ces fameuses barbouzes corses qui étaient autour du président Dioré-Amani et qui s'occupaient de tout au Niger. Alors, donc, ces émissions, vous pouvez les télécharger sur RFI en allant sur le site RFI. Donc, 8 heures d'entretien avec Claude Angéli. On apprend beaucoup sur le Canard. Ensuite, juste une information sur Ernest Pignon-Ernest, qui fait une excellente exposition au Musée d'Art Moderne de Nice. On va en reparler, peut-être qu'on l'invitera dans cette émission. Et puis, un colloque qui va avoir lieu pour le Métron. Alors, je parle du Métron parce que aussi Jean-François Julliard connaît bien le Métron. Jean Métron. Le dictionnaire Métron, mais Jean Métron, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Maintenant, c'est Claude Pentier qui est le directeur du Métron. Et ils vont donc fêter le 6 décembre, alors c'est plus tard, disons un colloque international pour les derniers numéros 39-68 du Métron, il y a plusieurs tomes, et puis ensuite l'auditorium de l'Hôtel de Ville le 7 décembre 2016. Et puis, alors dès demain, non, pas demain, nous sommes jeudi, non, dès samedi, une manifestation importante qui va partir de la République. Alors là, je laisse la parole à Maurice qui va nous expliquer pourquoi on va manifester samedi après-midi. Oui, alors il y a des marches nationales pour la paix, il y en aura un peu dans toute la France, mais en particulier donc à Paris, donc samedi 24 septembre à 15h à République. Il s'agit de
de marcher pour la paix, stop les guerres, stop la violence. C'est un appel qui a été lancé au départ par le mouvement de la paix, auquel plus de 130 associations se sont joints, dont l'Union pacifiste. C'est pour ça que je vous en parle. Il s'agit de manifester pour un monde de solidarité, de justice et de fraternité. Et les slogans seront des milliards contre la pauvreté, pas pour les armes, des milliards contre la faim, pas pour les armes, pour la santé, pour l'école, etc., pour les réfugiés, etc., pour la culture, mais pas pour les armes. Ça, c'est des milliards pour l'éducation, pas de canon. Enfin, vous voyez le genre de slogan qui s'impose aujourd'hui, puisque nous avons toujours dit qu'il fallait mettre autant d'énergie et de moyens pour la paix et pour la solidarité qu'on en met actuellement pour la guerre. Donc à Paris, 15h, place de la République, samedi prochain, nous irons vers Stalingrad. Merci Maurice. Donc c'est entendu, on compte sur l'appui de tout le monde. Et moi je tiens à remercier donc Jean-François Julliard et Jean-Luc Porquet, journaliste du Canard enchaîné, qui sont venus nous aider à faire cette émission aujourd'hui. Et je remercie bien sûr aussi Maurice et Pedro qui a assuré la technique. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences.